Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour la toute dernière édition de cette semaine. Voici les titres qui marquent l'actualité de ce vendredi 25 juillet 2025. De l'affaire de guerre entre la Thaïlande et le Cambodge, deuxième jour d'affrontement meurtrier à la frontière, la population civile en alerte. On est de 7 élèves tués dans l'effondrement de bâtiments scolaires au Rajasthan. En République démocratique du Congo, ouverture du procès de l'ex-président Joseph Kabila devant la haute cour militaire. La France annonce sa reconnaissance officielle d'un État palestinien en septembre. Et pour finir, la Cour de cassation annule le mandat d'arrêt visant l'ex-président syrien Bachar al-Assad. Deuxième jour d'affrontement meurtrier à la frontière, la population civile en alerte. Les tensions restent vives entre la Thaïlande et le Cambodge alors que les affrontements militaires se sont poursuivis ce vendredi 25 juillet pour la deuxième journée consécutive. Des échanges de tirs ont été signalés dans les provinces frontalières d'Ubon, Ratchathani et de Sourin, malgré les appels à un cessez-le-feu immédiat et à quelques heures d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, demandé par le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Selon les autorités thaïlandaises, les forces cambodgiennes ont utilisé de l'artillerie lourde et des roquettes d'origine russe. L'armée thaïlandaise a répliqué et renforcé sa présence dans la zone. Des journalistes présents sur le terrain ont confirmé avoir entendu des détonations intermittentes dans la province de Sourin, tandis qu'un important convoi militaire thaïlandais a été observé en direction de la frontière. Face à l'escalade, Bangkok a décrété la loi martiale dans 8 districts frontaliers. Le premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, a mis en garde contre un possible glissement vers un conflit de plus grande ampleur. Il a néanmoins affirmé que la Thaïlande restait disposée à une résolution diplomatique, y compris par l'intermédiaire de la Malaisie, présidente en exercice de l'ASEAN. Le bilan humain s'alourdit. Les autorités thaïlandaises font état de 15 morts, dont un militaire et plus de 138 000 déplacés. Le Cambodge, de son côté, rapporte un mort et 5 blessés et plusieurs soldats et civils soignés dans les hôpitaux locaux. À Bangkok, comme à Phnom Penh, l'inquiétude est palpable en Thaïlande. Des civils expriment colère et anxiété, notamment face aux images d'habitations détruites et de populations déplacées. Des messages appelant à la paix circulent sur les réseaux sociaux, bien que le sentiment nationaliste reste fort. Au Cambodge, des vidéos partagées sur TikTok et Facebook montrent à la fois le soutien à l'armée et l'angoisse des familles touchées par les combats. Les autorités des deux pays ont toutefois appelé à ne pas céder à la haine ou à la violence envers les ressortissants de l'autre camp. Le contexte historique alimente les tensions. La zone disputée autour du temple de Preah-Vihear, objet de précédents conflits, est à nouveau au cœur des hostilités. En 2013, la Cour internationale de justice avait tranché en faveur du Cambodge, mais la Thaïlande refuse toujours de reconnaître sa juridiction dans le différend actuel. À l'international, les appels à la désescalade se multiplient. Les États-Unis exhortent à une cessation immédiate des hostilités. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim s'est entretenu avec les deux parties pour encourager un règlement pacifique. Le ministre chinois des Affaires étrangères a qualifié les affrontements de déchirants et préoccupants, appelant à une gestion responsable de ce différend hérité, selon lui, de l'époque coloniale. Alors que la tension monte à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, un autre drame secoue le continent asiatique. En Inde, 7 élèves ont perdu la vie dans des circonstances tragiques. 7 élèves tués dans l'effondrement d'un bâtiment scolaire au Rajasthan. Un drame s'est produit ce vendredi dans l'état du Rajasthan, à l'ouest de l'Inde, où l'effondrement du toit d'un bâtiment scolaire a causé la mort de 7 élèves et fait 20 blessés selon les autorités locales. Tous les élèves coincés sous les décombres ont été retrouvés. L'incident s'est produit après de fortes pluies qui ont fragilisé la structure de bâtiments scolaires anciens. Le bâtiment était vétuste et s'est effondré à cause des intempéries
a indiqué Amit Kumar, un officier de police cité par l'agence Reuters. Selon le témoignage d'un élève rapporté par l'agence de presse ANI, des pierres ont commencé à tomber avant que le toit s'effondre soudainement sur une classe qui comptait une trentaine d'élèves. Des images diffusées par les chaînes d'information indiennes montrent des scènes de panique autour de l'école avec des habitants rassemblés et des familles en larmes. Les secours ont mobilisé une grue pour dégager les gravats. Le ministre en chef du Rajasthan, Bhajanlal Sharma, a déclaré sur le réseau social X que des consignes avaient été données aux autorités pour garantir une prise en charge médicale appropriée aux enfants blessés. Une enquête pourrait être également ouverte sur l'état du bâtiment et les éventuelles négligences liées à son entretien. Au moment où l'Inde est endeuillée par la mort soudaine de plusieurs élèves sur le continent africain, l'heure est à la reddition de comptes avec l'ouverture du procès très attendu de l'ex-président de la RDC. Ouverture du procès de l'ex-président Joseph Kabila devant la haute cour militaire. Le procès très attendu de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, s'est ouvert ce vendredi devant la haute cour militaire à Kinshasa. Il s'agit d'une première historique dans le pays. Un ancien chef d'État poursuivi pour des accusations extrêmement graves, notamment trahison, crimes contre la paix, homicide, viol et participation à un mouvement insurrectionnel. L'ex-président, dont les immunités parlementaires avaient été levées par le Sénat en mai dernier, ne s'est pas présenté à l'audience. D'après les autorités, il reste introuvable depuis plusieurs mois, aussi bien à sa résidence de la Gombe qu'à Kingakati. En conséquence, la Cour a ordonné un jugement par défaut sans la présence d'un avocat de la défense. L'audience de ce vendredi matin n'a duré qu'une heure. Elle s'est concentrée sur des éléments de procédure, lecture des actes judiciaires, constat de l'absence de l'accusé et demande de la partie civile représentant l'État congolais d'un report pour mieux examiner le dossier. Le juge a accédé à cette demande et a renvoyé l'affaire au 31 juillet. Parmi les observateurs présents dans la salle figuraient plusieurs journalistes et le ministre de la Justice, Samuel Mbemba. Aucun représentant du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, la formation politique de Kabila, n'était en revanche présent. Le dossier d'accusation repose en grande partie sur les témoignages d'Eric Nkumba, ancien proche de Corneille Nangaa, chef du mouvement rebelle AFC M23 et actuellement condamné à mort en RDC. Il aurait, lors d'auditions, rapporté des échanges entre Nangaa et Kabila, évoquant un plan contre l'actuel président Félix Tshisekedi et la prise de contrôle de la ville de Goma dans l'est du pays. Les autorités congolaises affirment que Joseph Kabila aurait eu un rôle moteur dans la rébellion du M23, ce qui expliquerait sa présence dans cette région sous tension. La liste des charges inclut également la torture, la déportation de populations, ainsi que l'occupation armée de territoires stratégiques. Ce procès intervient dans un climat politique complexe depuis son départ discret de la RDC il y a 2 ans. Joseph Kabila n'a pas officiellement repris contact avec les autorités. En août 2024, Félix Tshisekedi l'a publiquement accusé d'être à l'origine de la rébellion M23. En réponse, Kabila a rompu le silence, accusé le régime en place de dérive autoritaire, suspendu ses études à l'étranger et a annoncé son retour à l'est du pays. Parallèlement, Kinshasa poursuit ses discussions diplomatiques avec le M23. Une déclaration de principe a récemment été signée à Doha sans la participation de Joseph Kabila, pourtant accusé d'en être un acteur central. L'ouverture de ce procès marque une étape judiciaire sans précédent dans l'histoire politique de la RDC. Elle pourrait, selon certains observateurs, compliquer les tentatives de réconciliation nationale ou d'éventuels dialogues entre le pouvoir et les forces de l'opposition. Alors que la justice poursuit son œuvre en Afrique centrale avec le procès d'un ancien chef d'État, sur la scène internationale, la diplomatie française prend position en annonçant sa volonté de reconnaître un État palestinien.
La France annonce sa reconnaissance officielle d'un État palestinien en septembre. Le président français Emmanuel Macron a déclaré ce jeudi que la France reconnaîtra officiellement un État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Cette décision marque un tournant dans la diplomatie française au Moyen-Orient. Dans un message publié sur le réseau, le chef de l'État a précisé, fidèle à son engagement historique en faveur d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. Le président français a souligné l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, l'accès humanitaire pour la population, la libération de tous les otages et la démilitarisation du Hamas. Il a insisté sur le fait que la reconnaissance de la Palestine doit s'accompagner de garanties pour la sécurité d'Israël. Nous devons construire l'État de Palestine, assurer sa viabilité et veiller à ce qu'en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il contribue à la sécurité de tous au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'alternative, a-t-il ajouté. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que le consul de France à Jérusalem avait remis une lettre officielle de Macron à l'autorité palestinienne, confirmant l'intention de la France. Barrot a également annoncé qu'il réaffirmerait cet engagement devant les Nations unies lundi. La décision française a immédiatement suscité des critiques de la part des autorités israéliennes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a estimé qu'elle reviendrait à récompenser le terrorisme, tandis que le ministre israélien de la Défense a annoncé une capitulation honteuse face au terrorisme. Sur le terrain, la situation humanitaire continue de se dégrader. Selon les Nations unies, de nombreux habitants de Gaza souffrent de malnutrition sévère et certains sont comparés à des cadavres ambulants. Les autorités palestiniennes signalent des dizaines de morts liés à la faim. Israël nie toute responsabilité, accusant le Hamas d'avoir organisé les pénuries alimentaires. Par ailleurs, les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas sont à nouveau dans l'impasse. Israël a annoncé le rappel de ses négociateurs, bien qu'une source proche du dossier ait précisé que cela ne signifiait pas l'échec des discussions. Les représentants américains au Qatar ont également commencé à quitter Doha. Et pour clore ce journal, cap sur la scène judiciaire internationale avec un nouveau développement dans l'affaire visant l'ex-président syrien Bachar al-Assad. La Cour de cassation annule le mandat d'arrêt visant l'ex-président syrien Bachar al-Assad. La Cour de cassation française a jugé ce vendredi qu'aucune exception ne pouvait être faite au principe de l'immunité personnelle dont bénéficie un chef d'État en exercice. Par conséquent, elle a annulé le mandat d'arrêt émis par des juges d'instruction parisiens contre l'ancien président syrien Bachar al-Assad. Ce mandat visait sa responsabilité présumée de des attaques chimiques ayant causé la mort de plusieurs centaines de civils en 2013 dans la banlieue de Damas. Cependant, depuis que Bachar al-Assad a été renversé en décembre 2024 et n'est plus à la tête de l'État syrien, la situation juridique a évolué. Lors d'une audience publique diffusée en direct sur Internet, une première pour la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, le président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, a précisé que de nouveaux mandats d'arrêt ont pu ou pourront être délivrés à son encontre. Il s'agit cette fois de mandats fondés sur des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez informés et prenez soin de vous où que vous soyez. À très bientôt pour une nouvelle édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.